Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un mois d'octobre qui démarre sur les chapeaux de roue, dans le rouge pour les indices actions en Europe. Une baisse de 1% à mi-séance pour le CAC 40 qui tourne autour de 5700 points et des sujets qui ne manquent pas pour les investisseurs, à commencer par ce début de virage du gouvernement de Liz Truss et de son chancelier de l'échiquier, avec l'annonce du maintien au final du taux marginal d'imposition à 45% pour la dernière tranche d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni. Attention, on parle de 2 à 3 milliards de pounds sur un programme de 45 milliards de baisse de taxes qui est le plus important depuis des générations au Royaume-Uni. Pas sûr que le maintien de ce taux d'imposition marginal, très symbolique évidemment, suffise à restaurer la totalité de la confiance perdue entre le marché et le gouvernement britannique. Mais c'est un début, le marché en prend acte. On a vu le sterling qui rebondissait après cette annonce ces dernières heures. L'attention des investisseurs qui est focalisée également sur un certain nombre de risques systémiques au sein du secteur bancaire. L'attention est portée sur la banque suisse Crédit Suisse après un long week-end au cours duquel les dirigeants de la banque ont décroché leur téléphone pour tenter de rassurer au mieux leurs grands clients sur la situation bilancielle et la situation de liquidité de Crédit Suisse. Rappelons qu'un plan stratégique doit être dévoilé par la banque suisse le 27 octobre prochain. Et puis les investisseurs, au milieu des interrogations sur l'inflation, seront attentifs évidemment également à la décision de l'OPEP+, qui doit être rendue ce mercredi, après une réunion qui se tiendra en présentiel. On parle d'une réduction d'1 million de barils par jour de quota de production sur lequel s'accordent les membres de l'OPEP et leurs partenaires. Décision attendue ce mercredi. On voit les cours du pétrole qui remontent de 3 à 4% en ce début de semaine. Voilà pour la situation en ce début de mois d'octobre, après un mois de septembre qui a été très mauvais sur les marchés actions. Le plan de trading évidemment à suivre dans un instant avec, comme chaque lundi à 12h30, Romain Dobré qui sera avec nous en visioconférence cette semaine. Et puis parmi les statistiques importantes qui marqueront cette semaine, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. On attend toujours une belle résilience du marché du travail américain, avec des économistes qui attendent encore des créations d'emplois substantielles au mois de septembre aux États-Unis. Le consensus se positionne pour l'instant pour 250 000 créations d'emplois en septembre et un taux de chômage qui resterait inchangé à 3,7%. Pas de répit pour démarrer ce mois d'octobre après un mois de septembre qui a été déjà un mois compliqué et très dur sur les marchés globaux et sur les marchés actions. Nous en parlons avec Romain Dobré, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30. Avec Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct qui est avec nous en visioconférence cette semaine. Bonjour et bienvenue Romain. Effectivement, on constate que le pessimisme qui était déjà nourri quand même ces derniers jours et ces dernières semaines semble franchir un cap supplémentaire. Oui, effectivement. Maintenant, c'est les rumeurs autour de la faillite de Crédit Suisse qui alimente le stress encore une fois, mais toujours de façon paradoxale sur ce marché. On baisse, mais on baisse de façon canalisée et on résiste extrêmement bien dans un contexte où on ne peut plus que cumuler les raisons d'inquiétude. Reste que dans ce contexte-là, même si on a rompu des plus bas la semaine dernière, qu'on est passé sous des plus bas annuels sur la plupart des grands indices maintenant, même les indices américains, même si on rompt des niveaux d'alerte majeurs, eh bien on n'accélère pas à la baisse et la fin du mois de septembre produit son effet de saisonnalité et on a clôturé effectivement au plus bas de l'année avec des volumes qui se sont même un petit peu étoffés. Alors il faut remettre ça en perspective, c'était le dernier jour du mois de septembre, vendredi, et donc on a baissé avec du volume lié aussi à ces habillages de portefeuille. On remarque que ce sont beaucoup de valeurs en retard d'air qui ont tenu vendredi et donc peut-être des opérateurs qui veulent commencer à rentrer sur quelques dossiers. Alors c'est pas flagrant aujourd'hui effectivement, mais depuis 48 heures, même depuis mercredi dernier, sur le CAC 40 notamment, on le verra, on ne forme pas de nouveau plus bas en clôture. d'un signe de stabilisation. Ce n'est pas le cas sur les marchés américains. Et puis surtout, du côté des marchés dérivés, sur le futur CAC 40 et Eurostoxx, sur les deux, jeudi, on a baissé, on a perdu un peu plus d'1,5% sur les deux indices, et la
positions ouvertes, le nombre de contrats futurs a très légèrement diminué. Ce qui signifie pas un signal d'achat, mais qu'au moins sur ce niveau-là, les vendeurs n'avaient pas renforcé leur position. Alors on avait le rendez-vous important de vendredi en amont, en perspective, mais en dehors de ça, les opérateurs n'ont pas renforcé. Et surtout, vendredi, on est remonté. Et pour la première fois depuis début septembre, on a eu du soutien du côté des futurs, et un soutien assez significatif, plus de 3% sur les futurs en moyenne, que ce soit futurs CAC 40 ou Eurostoxx. Donc de l'intérêt acheteur qui s'est matérialisé vendredi avec cette hausse. Ça faisait plus d'un mois. Alors on rappelle que ça, c'est de la lecture à très court terme. Début septembre, on avait eu de l'intérêt acheteur, ça avait fait un petit rebond d'une dizaine de pourcents à peine, et c'était soldé par un mouvement de baisse derrière. Mais ce sont des premiers signaux intéressants de stabilisation, au moins, on l'espère en tout cas, dans un contexte très tendu, effectivement, pour l'instant. Avec des niveaux de couverture qui sont toujours à peu près équivalents, on note quand même une petite diminution du ratio put-call, mais qui est plus lié à des achats de call, manifestement sur le CAC 40 notamment. Donc un peu plus de prise de risque sur ces niveaux par les opérateurs. Ça reste très timide, et encore une fois, on a une semaine macroéconomique qui va être importante et chargée avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis notamment, les PMI, la réunion de l'OPEP+ cette semaine qui influe sur le pétrole. Donc et puis surtout, toujours à mon avis, en amont, l'attente des résultats trimestriels des entreprises qui va débuter mi-octobre aux États-Unis, et qui est le gros rendez-vous qu'attendent les opérateurs pour prendre vraiment des décisions. Mais on voit déjà des comportements assez brutaux à droite ou à gauche. Si on regarde Apple, qui a été dégradée et qui dit qu'elle n'augmentera pas sa production, elle a été pas mal sanctionnée par les investisseurs. On a vu Nike, on a vu FedEx il y a un peu plus longtemps. Et puis on a des réactions assez positives aussi sur des valeurs comme Trigano, qui étaient quand même des stars de 2020-2021, et qui eh bien, a retracé de plus de 50%, et qui a là donné de bonnes publications la semaine dernière, et qui rebondit assez nettement. On a Guillemot aussi dans le même esprit. Alors ce ne sont pas les mêmes tailles d'entreprise, ce ne sont pas les mêmes places de cotation, mais je pense qu'on peut assister à des écarts comme ça de comportement sur les valeurs, et que c'est effectivement dans ce marché-là le stock picking qui va primer. Bon, effectivement, je retiens l'idée que sur les niveaux de valorisation et les niveaux de prix atteints sur les grands indices, les vendeurs sont un peu moins agressifs peut-être désormais, Romain. Si on prend la référence américaine, le S&P 500, quel est l'état des lieux techniques qu'on peut dresser en ce début de mois d'octobre? On a enfoncé évidemment donc des supports et des résistances et des supports importants sur les indices américains aujourd'hui. Oui, on clôture la semaine avec une photographie graphique qui est pas belle, hein, on le voit clairement. Vous avez le graphique du S&P en journalier sous les yeux. On a rompu 3634, c'était un niveau majeur. On clôture la semaine sous ce niveau-là, de façon très technique d'ailleurs, et avec une petite augmentation de volume, encore une fois liée aussi à des fins de mois, mais en tout cas le volume reste plus fort à la baisse clairement. On est passé sous des niveaux d'alerte de long terme nettement la semaine dernière. On a des zones cibles qui se situent encore à 3 ou 4% en dessous, dans une zone 3398, 3508, c'est toujours notre cible en mire, avec 3460 le niveau idéal. Reste qu'on n'accélère pas, on ne panique pas, on ne capitule pas, et donc il faudrait repasser 3634 au moins. Ce serait déjà un premier signal et un signe de contre-pied, et comme vous le disiez, les vendeurs commencent à être beaucoup plus prudents sur ces niveaux-là. Ça devient d'ailleurs stratégiquement déraisonnable de se positionner vendeur, donc on peut se laisser porter si c'est le cas. Sinon, on sent que la moindre bonne nouvelle peut être exploitée, comme on le disait, sur certains titres assez rapidement, et donc probablement sur le marché en général, compte tenu du niveau de correction qu'on a eu, compte tenu de la volatilité et du stress et du pessimisme qu'on connaît, et puis de certains points d'entrée intéressants sur des valeurs. Reste qu'on l'avait dit, on le signalait, on espérait l'évolution d'un trading range. Cette séquence boursière pas confortable risque d'être longue, et c'est ce chemin-là qui est en train de se mettre en place, et pour l'instant on est plutôt du côté dégradé des choses, même s'il y a de tout petits signaux de stabilisation à très court terme encore une fois. Quels sont les éléments que nous apporte la lecture du Nasdaq spécifiquement, Romain ? Spécifiquement de la même façon, on a un premier niveau de support majeur, important, qui est 10 910 points. On n'est pas encore allé le chercher, ça aussi c'est un signe de force. En revanche, on rompt, vous le voyez avec le cercle rouge à gauche, les plus bas annuels. Donc c'est un signe de
prolongation, de continuation de la tendance baissière. Ça n'est pas un bon signal pour le marché, d'autant plus avec un volume qui accélère. La zone cible, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est 10 040, 10 166 le niveau idéal. On a ce niveau de support à 10 910 qui va être important, qui va être une vraie bagarre, d'autant plus qu'il correspond à des niveaux historiques plus majeurs. Et vous voyez qu'entre 10 910 et 10 040, il n'y a pas grand-chose. On sait que quand il y a un grand écart comme ça entre deux niveaux de support majeurs, il va falloir peut-être du temps avant de rompre 10 910. C'est peut-être là où il peut y avoir une réaction. Encore une fois, on est, même si le contexte reste lourd, un tout petit peu moins noir à court terme, mais les cibles restent baissières et rien ne permet d'invalider la tendance. C'est 11 546, le niveau de résistance qu'on a un petit peu abaissé, qui va être vraiment le niveau à réintégrer pour repasser dans quelque chose de plus neutre. Effectivement, donc on reste sur cette tendance baissière, il n'y a aucun doute là-dessus, Romain. Néanmoins, vous le disiez, on n'a pas vu de panique sur les marchés actions et cette analyse est confortée par le VIX américain, l'indice de volatilité. Alors vous nous proposez la lecture quotidienne du VIX. On voit qu'on est allé flirter avec la zone de panique, mais que c'est une zone dans laquelle on n'est pas encore rentré franchement. Exactement, on y a cru la semaine dernière à cette séance de capitulation. L'or se reprenait un peu alors qu'il a rompu des niveaux majeurs, il était en hausse. Et puis le VIX a accéléré, a commencé à dépasser 34,49. On voit ce niveau de résistance important, on l'avait déjà parlé ensemble, et donc de passer dans le stade de panique, et ça ne se met pas en place. Le VIX n'y est pas allé. Au point près, hein, il a ouvert à 34,45 pour aller clôturer nettement plus bas et sur une séance de détente cette fois-ci. On reste quand même en haut de la borne de l'alerte forte, mais on ne la déborde pas pour l'instant. Ça reste tout aussi, et c'est intéressant comme paramètre à regarder, extrêmement technique. Les opérateurs qui sont à la manœuvre sont des algorithmes, sont de la spéculation. Ce ne sont pas des grosses mains qui travaillent dans un marché aussi technique, aussi propre. Personne ne prend l'initiative en réalité. Que dire des indices européens dans ce contexte, Romain? Et peut-être le premier d'entre eux, le DAX, avec, j'allais dire, toutes les problématiques qui se concentrent en Allemagne aujourd'hui. Sur le DAX, ouais, toujours baissier, toujours extrêmement technique. C'est ça que je voulais vous montrer sur cette photographie. 11 950, c'est un niveau de support qu'on avait indiqué la semaine dernière. On est allé travailler un petit peu en dessous et puis on s'est pas mal repris finalement, nous, vendredi, contrairement aux indices américains. Et là eh bien, on entame la semaine un tout petit peu au niveau au-delà de ce niveau de support, 11 950 points. La cible, vous l'avez sous les yeux, c'est entre 11 170 et 11 450, mais la cible du mouvement baissier depuis qu'on a rompu des niveaux d'alerte. Mais peut-être, encore une fois, cette idée de stabilisation à court terme, en amont de ces rendez-vous importants, et dans un contexte où on aurait pu imaginer un peu plus de panique. Enfin, le fait même de rumeurs autour du secteur bancaire rappelle des spectres d'il y a une quinzaine d'années qui étaient lourds sur les indices. Pour l'instant, il n'y a pas de panique non plus. Le marché résiste extrêmement bien dans ce contexte. Ouais. On le voit également sur le CAC 40 avec le futur CAC que vous nous proposez chaque lundi, Romain, et vous le disiez, effectivement, on est allé chercher techniquement, enfin symboliquement même plutôt, de nouveaux plus bas annuels sur le CAC 40, mais on le voit très bien avec votre graphique, la zone a été défendue. Complètement défendu depuis mercredi dernier. Ça, c'est aussi un des signes en analyse graphique. Alors, on essaie de se raccrocher à des choses un peu positives dans un marché qui est lourd, mais en tout cas, depuis mercredi dernier, on n'est pas allé clôturer sur de nouveaux plus bas, contrairement aux indices américains. C'est un signe de stabilisation à mettre bien au crédit des éléments positifs dans ce marché, même si ça n'est pas pour l'instant un signal de retournement. On voit les mèches en haut des dernières heures qui indiquent qu'on n'arrive pas à repasser 5739 points. À chaque fois, on bute contre ce niveau et les vendeurs reprennent la main. Encore une fois, c'est une bagarre qui se fait entre acheteurs et vendeurs à titre spéculatif. Pas de grosses mains qui se manifestent sur l'indice pour l'instant. Reste qu'il y a quand même des valeurs qui tiennent mieux que les autres. On a bien identifié 7 valeurs qui sont au-delà de leur niveau d'accumulation de juin-juillet sur le CAC 40. Et puis des titres qui résistent bien aussi depuis quelques heures ou quelques jours. Des titres comme Eurofins Scientifique, des titres comme Worldline. Et puis il y a Hermès qui parmi les valeurs est forte en ce moment. Ce qui est intéressant de noter, c'est que il n'y a pas vraiment de logique sectorielle forte, à part évidemment à nouveau une logique sectorielle liée aux matières premières. Ça, on le voit très bien cette semaine. Pétrolière, oil and gas, tout ce qui est lié aux énergies traditionnelles repaye évidemment dans le sillage de la hausse du Brent qui monte. Mais globalement, si on regarde le luxe, il était secteur fort, il repasse en ligne avec le reste du marché. Et pourtant, si on zoome un peu, des valeurs comme Hermès tiennent très bien et elles surperforment, elles, individuellement. C'est, je pense, qu'il va falloir faire maintenant, c'est zoomer et aller regarder des dossiers individuellement. Il y a des opérateurs qui manifestement s'intéressent et ne veulent pas vendre certaines valeurs qu'ils ont achetées dans
le rebond du mois de juin-juillet et jusqu'à la mi-août. Ouais. On se souvient, hein, Hermès avait repris 40% au cours de ce rallye estival, hein, si je dis pas 48 même, ouais. 48 même. Effectivement, c'est spectaculaire. Bon, mais je note quand même par rapport au constat qu'on dressait il y a une dizaine de jours à l'occasion de l'échéance, Romain, il y a quand même des dossiers spécifiques qui redonnent des signaux peut-être intéressants, des signaux de reprise qui sont au moins à surveiller à ce stade. Effectivement, et c'est ça en fait qu'il faut regarder dans le marché pour l'instant. Parmi les signaux de potentielle stabilisation, on n'a pas encore des signaux forts ou des signaux de hausse marqués, mais parmi ces signaux de stabilisation, on a quelques titres qui tiennent mieux que le reste, qui se stabilisent et qui donc prouve qu'il y a peut-être un intérêt qui est en train de se mettre en place. De là à retourner le marché à la hausse, on n'y est pas, on n'a pas de grande figure de retournement haussière, et quand bien même on assistera à un rebond global ou sur des valeurs, les structures de retournement haussière ne sont pas fortes et ne sont pas importantes pour l'instant. Il va falloir les construire, mais on cherche des points bas et pour l'instant ça se met en place. On a des valeurs, donc les pétrolières, on l'indiquait, des valeurs comme Morel et Prom, Valorec, Total Energy sont revenus sur des niveaux de support et les investisseurs les achètent. Ça, c'est plutôt bon signe, et donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là, c'est ce qu'il paraît qu'on prend nous en tout cas, et puis on a GTT aussi qui se comporte bien, mais on l'évoquait, Worldline tient particulièrement bien dans le marché, même s'il y a de la volatilité. On a Eurofins qui réagit depuis quelques heures sur des niveaux de support, Saint-Gobain aussi réagit sur des niveaux de support importants, et puis on a des valeurs comme Trigano qui elles ont manifestement marqué des coups d'arrêt dans leur tendance baissière, donc quelques titres comme ça qu'on va surveiller en détail et donc faire un travail de tri. Ça va être très important et une expression boursière qui décrit bien les choses. On va arriver, à mon avis, dans les jours qui viennent, et notamment dans la saison des publications des entreprises, dans un champ de râteau. Et il va falloir faire du tri sur les valeurs. Ouais. Parier en amont des résultats, ça va être difficile et en même temps, monter dans le train en route, ça va être difficile aussi puisque quand les valeurs publient bien et qu'elles donnent de la visibilité, les investisseurs sont là et c'est 13, 14, 15% dans la séance. Il faut vraiment ne pas rater le train parce que re-rentrer ensuite, c'est compliqué. 30 secondes pour évoquer le pétrole en tant que tel à travers le Brent. Romain, après 3 ou 4 mois de baisse du Brent, est-ce qu'on est au bord d'un renversement de tendance avec une forte hausse des prix en ce début de semaine ? Je le pense. On a des signaux importants, c'est pour ça que je voulais zoomer avec vous sur le sujet. On a réagi au-delà d'un niveau de support intermédiaire 84,10 avec une grande bougie rouge. Puis la semaine dernière, une bougie d'indécision, mais qui est forte en bas de marché, en tout cas sur un niveau de retournement, qui est un doji en porteur d'eau. Le doji porteur d'eau, eh bien, c'est un tout petit corps au milieu, encadré de 2 grandes mèches, vous les voyez bien. Et quand on ouvre avec une bougie haussière derrière, ça peut être un signal fort de retournement. En plus, on a la réunion de l'OPEP+ cette semaine, et donc avec une possible diminution des quotas. Et puis, on rappelle qu'en termes de saisonnalité, le mois d'octobre est souvent le mois fort pour le pétrole. Donc, on a un faisceau d'indices qui nous laisse à penser qu'on peut rebondir un peu, prendre une dizaine de pourcents pour aller chercher cette ligne de tendance baissière de moyen terme au moins. Puis, si on arrive à la déborder, on a un niveau de résistance intéressant, 102,90, voire 107,10. On invalidera le scénario si on repasse sous 84,10. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, avec nous le lundi pour le plan de trading de Smart Bourse au démarrage d'une semaine qui sera intense sur le front de la politique britannique évidemment. On suit ça heure par heure. La décision de l'OPEP attendue mercredi. Il y avait un Eurogroupe également qui se tenait ce matin à Bruxelles. Et puis bien sûr la situation spécifique des risques systémiques dans ce marché, avec le cas spécifique de Crédit Suisse qui fait partie des suspects habituels dans le monde bancaire et financier en Europe. Romain Daubry qui était avec nous, donc membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Revenons à présent sur la situation britannique avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence, lui aussi spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, on suit jour après jour, heure après heure même cette situation britannique avec ce besoin de restaurer la confiance perdue entre le marché et le gouvernement de Liz Truss. Un premier pas a été franchi ce matin par la première ministre britannique, John.
Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. Eh bien, on a vu que cette suppression annoncée de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, qui était critiquée jusqu'au parti de la Première ministre, eh bien, a été annoncée ce matin. C'est un véritable rétro-pédalage. On a vu que les marchés réagissent entre guillemets assez bien. En tout cas, les livres sterling n'a pas baissé comme elle l'avait fait lorsque avait été annoncé le 23 septembre dernier toute une série de réductions d'impôts, et notamment sur les personnes et les entreprises les plus fortunées, ce qui avait laissé craindre que le pays allait s'enfoncer dans une crise de la dette sans commune mesure. On a d'ailleurs vu à plusieurs reprises le Fonds monétaire international qui a critiqué le gouvernement et ce qu'avait fait le gouvernement britannique en termes d'impôts. Et on a vu ce matin l'agence de notation S&P qui a mis sur watchlist, je dirais, sur surveillance, son œil, je dirais, le gouvernement britannique et l'économie britannique face à ces soubresauts qu'on a connus ces dernières semaines. Bon, le maintien du taux marginal d'imposition 45% sur la dernière tranche, ça permet d'économiser 2 à 3 milliards de pounds sur un programme de 45 milliards de réduction de taxes. Je ne dis pas que c'est une goutte d'eau, c'est un symbole très fort, mais on imagine que ce n'est pas la fin des problèmes pour le gouvernement britannique. Non. Bien au contraire, on a vu que le gouvernement s'était précipité, le gouvernement avait fait des annonces sans en avertir, notamment la Banque centrale d'Angleterre, puisqu'on se souvient que ce qu'avait fait la Banque centrale d'Angleterre en remontant ses derniers taux de 50 points de base, l'effet avait été littéralement annulé par les annonces du gouvernement. Donc il y avait ici une précipitation. Maintenant, ce qui a été annoncé ce matin, ça a été annoncé à demi-mot, avec notamment un espèce de mea culpa de la Première ministre qui a dit que ça avait été fait dans la précipitation, mais qu'il fallait absolument baisser les impôts. Le gros problème ici, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas simplement la problématique de l'inflation, qui est déjà évidemment très élevée, puisqu'on attend près, selon les estimations, plus de 20% l'année prochaine en Grande-Bretagne, mais c'est aussi la question du Brexit qui est en train de se matérialiser réellement, puisqu'on commence à connaître les premiers effets cette année et l'année prochaine. Donc c'était beaucoup trop prématuré. Il est vrai qu'elle voulait certainement taper du poing sur la table après les problématiques qu'il y avait eu avec le gouvernement Johnson, mais c'était pas du tout la bonne manière de le faire. Donc évidemment, c'est un premier, je dirais que c'est un premier geste qui a été fait, mais il ne faut surtout pas exclure qu'on puisse avoir ces prochains trimestres une motion de défiance à son encontre, parce qu'elle semble avoir été, entre guillemets, assez amateur dans ses décisions. Bon, 3 novembre, prochaine réunion de la Banque d'Angleterre, et le 23 novembre reste la date officielle de présentation du budget global, et nous aurons également les nouvelles prévisions économiques de l'Institut britannique qui s'occupe justement de faire ces prévisions sur la base du budget du gouvernement Liz Truss. De manière plus globale, John, on voit que l'inflation n'est toujours pas sous contrôle, on l'a vu encore avec les chiffres européens en fin de semaine dernière, même le corps PCE de la Fed qui réaccélère au mois d'août, et donc les banques centrales vont poursuivre leur normalisation. Sauf qu'à côté de cela, on le voit bien, l'exemple britannique est un cas spectaculaire, mais on a vu la Banque du Japon qui intervenait, on voit le sujet Crédit Suisse qui monte, on voit la question immobilière un peu partout qui commence là aussi à soulever pas mal d'interrogations. Bref, la montée des risques pour la stabilité financière ne cesse d'augmenter. Comment la normalisation va pouvoir se poursuivre dans ce contexte, John ? C'est très compliqué. On l'a vu notamment, vous l'avez dit, avec la Banque d'Angleterre, qui a dû relancer à cause des effets d'annonce et de l'annonce du gouvernement britannique, a dû relancer un assouplissement quantitatif, ce qui paraissait absolument inconcevable il y a quelques semaines de cela, puisqu'on parlait, comme vous l'avez dit, de normalisation, de monter les taux, de baisser les bilans, etc. Et on voit qu'aux États-Unis, potentiellement, si on devait avoir des risques et des marchés, par exemple, qui plonge, le soldat Fed va devoir à nouveau stopper la baisse de son bilan ou même réactiver un assouplissement quantitatif. Alors,
aujourd'hui, la question, c'est de savoir effectivement ce que font ces banques centrales face à une inflation qui, faut-il le rappeler, est due surtout à un problème d'offre. Et donc ici, on est dans une question qui nous ramène dans le début des années 80, lorsque Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, eh bien, avait monté les taux jusqu'à 20%. On est aujourd'hui à 3,25, jusqu'à 20%. Et ça avait déclenché deux récessions successives qui s'étaient soldées par un taux de chômage qui avait explosé, mais une inflation qui avait baissé. Alors, on a souvent eu l'occasion d'en discuter ici, Grégoire. La question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que vraiment on a le choix d'un côté de combattre l'inflation ou de l'autre côté de ne surtout pas précipiter un pays en récession avec le taux de chômage qui monte. Et je pense qu'aujourd'hui, les banques centrales, ou en tout cas la Banque centrale européenne et surtout la Banque centrale américaine, ont pris le choix de précipiter leur économie en récession, puisque c'est la seule solution pour eux, après avoir très très mal estimé la trajectoire d'inflation, puisque je vous rappelle quand même que Jérôme Powell, plus tôt cette année, et Christine Lagarde, il y a à peine 10 jours, eh bien, ont fait leur mea culpa sur cette mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation. Et je termine là en disant, et on en a parlé ensemble, Grégoire, à plusieurs reprises, eh bien, le pire pour les marchés, eh bien, c'est pas la hausse de l'inflation. Le pire pour les marchés, c'est une erreur de politique monétaire, une erreur de politique monétaire des banques centrales. Et c'est ce qui est arrivé ces derniers temps, avec la mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation, comme je disais. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises dans ce contexte, John? Il nous reste 1 minute 30. On a eu déjà quelques petits warnings d'entreprises globales, FedEx ou Nike notamment, quand on parle des entreprises américaines. Oui, et puis aussi Samsung plus globalement, dans les puces mémoire, qui avertit un ralentissement. Alors qu'est-ce qu'on attend? La croissance des bénéfices estimée pour le S&P 500 sera de plus 2,9%. Alors vous allez me dire c'est toujours positif, mais si ça devait être 2,9%, eh bien ça nous ramène quand même au chiffre le plus pauvre, je dirais, du troisième trimestre 2020 où on était à moins 5,7. Alors c'est toujours trop élevé et les analystes vont devoir, lors de ce trimestre, mais surtout lors du dernier trimestre, eh bien, réduire fortement leur estimation. On sait qu'en rentrant en récession, les entreprises baissent leurs estimations de croissance, baissent leur estimation de bénéfices à cause des problèmes des marges. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, c'est vraiment un test majeur pour les entreprises et surtout pour les marchés. Merci beaucoup, John. John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV pour la grande édition pendant 1 heure.